relever ta dignité. Tes fiches récoltes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité, en France unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Samedi 20 avril 2013, Lyon, région Rhône-Alpes, France. Les femmes d'origine ivoirienne réunies au sein du MFIRA, entendez, Mouvement des femmes ivoiriennes du Rhône-Alpes, se sont retrouvées ce samedi 20 avril 2013 à Lyon pour, disent-elles, rendre hommage à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a résidé longtemps dans leur fief pendant ses temps universitaires. Une ville de Lyon où Laurent Gbagbo fera la rencontre de Madame Jacqueline Chamois, celle qui lui donnera un enfant, Michel Gbagbo, actuellement détenu à Bouna, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aussi, pour réussir cette fête, sorte de commémoration des 2 années de détention arbitraire du président Laurent Gbagbo, les femmes ivoiriennes de Lyon ont-elles sollicité la contribution de la Web TV, Event News TV, qui en a profité pour projeter son film documentaire sur l'audience de confirmation des charges retenues contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Je vous remercie tous au nom du mouvement MFIRA, des amis et sympathisants du mouvement, les membres du bureau, moi-même la présidente et les responsables de Event News TV, qui nous ont permis ce soir à Lyon de nous rassembler dans une salle pour encore revivre les événements. Après Paris, cette ville de Lyon a été choisie. Je vous demande franchement d'être attentifs au film que nous allons voir. Et après, des avocats, des juristes, des amis du président Laurent Gbagbo seront là. Toutes les questions qu'on se pose entre nous, il y a des responsables de la communication, certains visages ne sont plus, nous sommes très familiers avec tout ça par exemple. On va essayer aujourd'hui, bon, ce que tu dis à la télé, il faut nous détailler ça de vive voix. Nous allons leur poser des questions sur ce qui se passe réellement, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit croire pour ne pas se rendre plus malade. Je vous remercie, je remercie particulièrement ces personnes qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour venir dans la ville de Lyon. Je voudrais saluer ici la présence de quelqu'un qui n'était pas encore passé parmi nous, Boga Sako Jardin. Qui est la volonté du peuple. La Côte d'Ivoire a été le théâtre de la rupture, de l'étalage des limites des manœuvres des Occidentaux dans leur utilisation de la démocratie comme principale arme de village. En Côte d'Ivoire, la démocratie a été utilisée comme prétexte pour combattre la démocratie. Dans la nuit du 19 septembre, ceux qui ont rébellion à une population civile soumetteur. Des premiers blessés. Parmi eux, le commandant shérif, l'un des principaux chefs des mutins, légèrement blessé, il retournera au combat. Dans l'après-midi, les mutins doivent faire face à un second front.
Les médias internationaux seront plus expressifs sur les 9 soldats français dans des conditions peu réussies jusqu'à présent. C'est à la lumière de ces obligations que je me suis dit voir dans la vie moderne y a-t-il des temps réfléchis. Je suis là, mais je pense. Je vous remercie. Éduquez-vous aussi. Merci. Yes, je continue. L'autre temps fort du jour fut la table ronde animée par plusieurs intellectuels ivoiriens et français. Tour à tour, les intervenants, acquis tous à la cause de Laurent Gbagbo, ont dépeint les conditions calamiteuses dans lesquelles le régime du FPI a perdu la guerre en 2011, non sans dénoncer la parodie de justice dite internationale à laquelle l'ex-président ivoirien est confronté en ce moment. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je crois que comme il y a beaucoup d'intervenants, on a dit un quart d'heure, et plutôt que de parler du parcours de Laurent Gbagbo, je vous parlerai de l'homme en un quart d'heure, parce que le parcours, vous pouvez toujours un petit peu le connaître plus de l'extérieur. Moi, je vous donnerai un petit peu... Moi, j'ai croisé Laurent Gbagbo pour la première fois à la fin du mois de juin 1982, et c'est un moment où il vient de poser un acte politique fort. Il est parti en exil. Laurent Gbagbo, il n'est pas encore très connu en France, mais en Côte d'Ivoire, c'est déjà un politique et c'est un intellectuel qui est à ce moment-là directeur de l'Institut d'Histoire et d'Archéologie. C'est un poste qu'il a occupé sous Houphouët-Boigny, mais il a été élu par ses pairs et ce n'était pas une désignation. Donc, il pose cet acte de partir en exil en 1982, alors qu'il a déjà connu en Côte d'Ivoire la prison à plusieurs reprises. Déjà en 69, quand il est un des dirigeants étudiants, puis quand il est enseignant, il a déjà purgé près de 2 ans de prison, de camp militaire. Donc c'est déjà un homme fort, connu en Côte d'Ivoire, mais qui va un petit peu surprendre le monde occidental en venant parler du régime ivoirien. On ne cesse de parler du miracle ivoirien, et lui dit que c'est en fait un système dictatorial. Et d'ailleurs, si vous prenez son premier livre, Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, vous voyez bien comment il fait à la fois l'historique de l'ascension du PDCI, etc. Mais là, je ne voudrais pas justement refaire tout ce parcours parce que je n'en aurai pas le temps. Je voudrais vous parler de l'homme avec 2 volets. Moi, j'ai été frappé par sa culture classique extraordinaire, qui était sans doute liée au fait qu'il avait été au petit séminaire, etc. Parce que fils de paysan, fils de pauvre, et donc la seule mode d'ascension, c'était effectivement ce petit séminaire. D'ailleurs, il a commencé ses études de lettres classiques ici même à Lyon, ses études supérieures de lettres classiques, auxquelles il a renoncé tout de suite. Et moi, il m'avait dit, je me suis tout de suite rendu compte que moi, je veux faire de la politique. Et pour faire de la politique, il faut avoir un rapport direct avec l'histoire. Et il est reparti dans son pays faire ses études d'histoire. Et il est simplement revenu en France pour l'année de sa maîtrise. Et il est revenu pour soutenir sa thèse de 3e cycle en 1979, que dirigeait d'ailleurs Madame Kokry-Gidrovitch. Donc, c'est un homme qui a de l'épaisseur culturelle, politique, qui a une culture classique extrêmement forte. Et moi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'était cette double culture. À la fois, il connaissait le monde occidental, la culture classique, et
c'est par lui que j'ai appris tous les contes BT, toutes les traditions diverses de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. À l'époque, je jouais du piano. Certains étaient un peu surpris parfois que je chante, mais je le fais avec la guitare qu'on a achetée ensemble en 1984. Et un de nos points communs, c'est que on a toujours été aussi très attachés au monde de la culture, aux artistes, aux peintres, aux chanteurs. Lui-même, c'est un aspect que les gens ont un peu connu, moi en moins bon, mais enfin, j'ai aussi cette dimension-là. Et c'est ça qui fait sa rareté dans le monde politique. Parce que c'est, comme on dit, et je le dis évidemment pas de façon péjorative, c'est un animal politique, mais qui est doté d'une culture, d'une force, d'un goût pour la liberté qui se manifeste d'ailleurs à travers son attachement aux arts. Aujourd'hui, la CPI lui reproche d'être populaire. Comme disait Altit, c'est quand même pas un crime pour un homme politique d'être populaire. C'est-à-dire que malgré toute la diabolisation qu'il y a eu, il est resté cet homme, et de toute façon, il a une partie des Ivoiriens, une majorité des Ivoiriens qui seront éternellement attachés à lui. Hein, mais c'est parce qu'il a été comme ça qu'il est devenu ce président, mais c'est aussi parce qu'il est comme ça que les autres ont contribué à le déstabiliser et à le renverser. Parce qu'au fond, comme il l'explique, oui, Ouattara, article 45, etc., etc. Quels sont les chefs d'État d'Afrique qui auraient accepté de prendre comme Premier ministre le chef de la rébellion, etc. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je dis, le portrait, cet homme, ce Woody, comme on l'appelle, oui. Il y a aussi beaucoup d'autres surnoms. Il y avait Cicéron pour sa culture classique, c'est Plou, parce que il voit très loin, il sait tout ce qui peut arriver de bon ou de mauvais. Et donc, oui, je ne vais pas les préciter parce qu'il a la tête. Donc moi, c'est trois mots. Gbagbo, un intellectuel d'une très grande dimension, un homme politique qui va rester dans l'histoire, et un humaniste de gauche, comme jusqu'à maintenant, je n'en ai pas vu deux parmi ceux qui ont conduit un État africain. Voilà, merci. Nous-mêmes, notre président, il vient de nous le présenter. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir monsieur le professeur Alain Capot, le BT Blanc. Il va nous parler de l'économie et de la souveraineté monétaire. Oui. Merci. On me demande souvent pourquoi la France a attaqué la Côte d'Ivoire et pourquoi Ouattara a été installé. Ce sont deux bonnes questions, bien entendu. Et donc, à ces deux bonnes questions, je réponds tout simplement, la France a attaqué la Côte d'Ivoire pour défendre des intérêts économiques, politiques et stratégiques et pour avoir une position hégémonique sur la sous-région et sur le golfe de Guinée. Et on a demandé à ce que M. Gbagbo quitte la présidence pour laisser la place à M. Ouattara, enfin au président Gbagbo laisser la place à Ouattara, tout simplement parce que Laurent Gbagbo est un souverainiste. Et je fais toujours le distinguo entre la liberté et la souveraineté. Je dis toujours que la liberté, c'est choisir ses chaînes, et la souveraineté de Laurent Gbagbo, c'est décider de ne plus avoir de chaînes. Et parmi ces chaînes, l'une de ces chaînes s'appelle le franc CFA. Donc je vais vous parler du franc CFA, mais je vais essayer, pour oxygéner un petit peu mes propos, d'être pas trop technique quand même. Hein. C'est pourquoi j'ai intitulé cette intervention, non pas comme on me l'a demandé, la souveraineté monétaire, le CFA, mais je l'ai intitulé de la manière suivante, le droit de cuissage de la France sur la zone franc. Je trouve que c'est plus imagé et ça reflète la réalité. Hein. Donc c'est sûrement au nom de la démocratie et au nom de la liberté de protéger que la nation française calculatrice et retors, bien entamée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a concocté un nouveau crime contre l'humanité dans l'Afrique de ses colonies, en inoculant un mal qui n'aura jamais appelé aucun remords de sa part, le franc CFA. À l'évidence, donc le franc CFA indexé sur l'euro est aujourd'hui un outil de contrôle politique, économique des pays africains de la zone franc, réduit
à l'état de contribuable par la puissance française. La France, pour tenter de faire vivre sa démocratie, a étouffé économiquement des pays en voie de développement, auxquels elle demande de progresser dans la voie de la démocratie, tout en leur interdisant les moyens de le faire. Belle leçon de démocratie. En 2050, l'Afrique comptera presque 2 milliards d'habitants, soit plus que la population chinoise et plus que la population indienne. Alors, il est indispensable qu'elle possède sa propre monnaie pour pouvoir se confronter à armes égales dans les échanges avec le dollar, l'euro, le yuan ou encore le yen. Ceci dit, vous comprenez pourquoi Laurent Gbagbo est une gemme, non seulement pour la France, mais également pour nombre de chefs d'État africains qui s'enrichissent illégalement et honteusement sur le dos des populations dans ce système de la zone franc. Vous comprendrez pourquoi on dit que l'affaire Gbagbo à la CPI relève de la politique et non pas d'une justice de droit commun. Vous comprenez pourquoi cette affaire Laurent Gbagbo est loin d'être terminée. Moi, je termine toujours mes propos en disant: j'ai décrit une situation, j'ai tenté d'expliquer une situation, maintenant il faut trouver des solutions, il faut prescrire. Mais comme je ne sais pas prescrire, je ne sais pas trouver des situations, tout du moins pas avant que la CPI ne se soit exprimée, alors je terminerai, si vous me le permettez, avec une petite pirouette. En France, nous sommes au bord de l'insurrection civique, de la faillite économique. Alors, rêvons un peu. Et si la seule façon de redresser la France, de supprimer la zone franc et de mettre un peu d'honnêteté dans tous ces trafics honteux et pervers, c'était que Laurent Gbagbo soit candidat au présidentiel en France en 2017. Je voudrais saluer tout le monde. On a 15 minutes et donc le chrono est en marche. Le président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, est à la Cour pénale internationale pour violation grave des droits de l'homme et violation du droit international humanitaire. Il aurait tué beaucoup de gens, c'est un assassin et tout ça. Donc je suis obligé de parler un peu des droits de l'homme dans la situation de crise qui a prévalu en Côte d'Ivoire. Je vais le faire très rapidement, heureusement qu'il y aura des questions. Donc ce qu'on n'a pas pu dire dans le propos liminaire, on va le faire dans les questions, dans l'échange. Je vais intervenir en 3 points. D'abord, je vais parler en 2 secondes des droits de l'homme. Vous rappelez que les droits de l'homme ont été instrumentalisés dans notre pays, c'est-à-dire qu'on les a utilisés pour accuser. Donc ça a été manipulé en quelque sorte. Mais deuxièmement, je suis obligé de relever les vrais violateurs des droits de l'homme dans notre pays. Et puis, je vais terminer sans doute par un message que je vais adresser à M. Ouattara et à la communauté internationale. Mais avant, il est bon que je fasse 2 observations. La première observation que je voudrais faire est la suivante. Ce Laurent Gbagbo, nous autres qui ne sommes pas du Front Populaire Ivoirien, qui ne sommes pas FPI, nous autres qui ne sommes pas de sa région d'origine, qui ne sommes pas BT, nous autres qui, vraiment, je suis désolé, mais qui n'avons pas de lien comme M. Guy Laberty, à cette chance-là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut suivre un tel homme? Il est bon de savoir que moi qui suis un militant des droits de l'homme, qui suis de la société civile de Côte d'Ivoire pendant près de 20 ans, donc qui a joué un rôle de haut niveau dans la crise, dans la guerre, parce que j'ai vécu toutes les étapes. J'ai été à Addis Abeba, je suis allé à Abuja, j'ai porté plainte contre la CEDEAO, on a fait ce qu'on a pu. Mais il est bon de dire que M. Laurent Gbagbo, ce n'est plus un individu. Ce n'est pas un membre de parti politique. Ce n'est même plus un BT. M. Laurent Gbagbo, dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire, être président de la République, c'est une institution. C'est une institution. Il est bon qu'on le sache parce que beaucoup pensent qu'il y a des suiveurs de Laurent Gbagbo. Non, nous sommes des intellectuels. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Il est comment? Il est qui? Non, c'est une institution. Lisez bien l'article 34, 35 de notre Constitution. C'est une institution, le président de la République. C'est le titre 3 de la Constitution.
le président de la République et le gouvernement. C'est une institution qui a été bafouée. Et c'est pour cette institution-là que nous voulons restaurer, que nous nous battons. Amen. La deuxième observation, c'est que si nous étions persuadés, mes chers amis, que ce combat était voué à l'échec, on ne l'aurait même pas mené, parce qu'on va le gagner ce combat. Et quand je vous le dis, ce n'est pas parce qu'il faut vous haranguer, il faut vous encourager, mais non! Parce que, regardez, c'est un combat, il y a des chrétiens parmi nous, il y a des croyants, il y a des musulmans. C'est-à-dire que quand vous menez un combat, et que vous soupesez de toutes les façons, et puis vous ne voyez pas en quoi est-ce que vous avez fauté. Parce que nous sommes victimes dans notre pays de la situation qui prévaut. Voilà un occidental qui vient de parler. Deux occidentaux d'ailleurs. L'un s'appelle Guy Laberty, l'autre s'appelle le professeur Alain Capot. Comme MBT. Au-delà de ce qu'ils ont peut-être eu des relations avec le président Laurent Gbagbo, mais ce sont des intellectuels. Il ne peut pas suivre comme cela un Africain parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est woody. Non! C'est parce que nous sommes dans le vrai. Et parce que nous sommes dans le vrai, nous allons gagner ce combat. Voilà. On a payé notre transport, il fallait qu'on vous dise cela, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui frémissent, qui pensent que le combat est voué à l'échec, mais c'est vous qui rêvez. Parce que ce combat, si vous voulez, on peut parier, d'ici 1 an, 2 ans, Laurent Gbagbo sort victorieux et la Côte d'Ivoire se relève. J'ai dit, je lance l'appel à M. Ouattara, mais aussi à la communauté internationale. À M. Ouattara, je voudrais dire très sincèrement, je fais partie de ceux qui ne lui reconnaissent pas la légitimité démocratique. Je fais partie de ceux qui ne lui reconnaissent même pas la légalité. Parce que n'oubliez pas que le 4 décembre 2010, j'étais aussi au palais, comme beaucoup d'Ivoiriens, pour aller reconnaître le seul président qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est revenu le 6 mai 2011 pour changer le verdict. Il y a problème. Ça fait jurisprudence. Tu peux déclarer quelqu'un vainqueur. L'article 35 dit que le mandat présidentiel c'est pour 5 ans. Et à peine a-t-il fait 4 mois, tu viens prononcer encore un autre verdict. Il faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et si tu ne veux pas aller à l'université, tu sais que entre la première décision du 4 décembre 2010 et la deuxième décision du 6 mai 2011, il y a un mensonge quelque part. Dis-nous où est le mensonge. Moi je regarde M. Ouattara et je dis, il peut gouverner la Côte d'Ivoire par la force des choses. Mais je ne suis pas sûr que c'est lui le vainqueur de l'élection présidentielle. Et malgré cela, je peux être cynique et peux dire, mais que Dr Boga veuille, qui ne veuille pas, Ouattara est président. Mesdames et messieurs, la réalité, c'est que M. Ouattara est à la tête de notre pays. Ce que nous lui disons, on ne peut plus faire de magie pour qu'il disparaisse. Il est à la tête du pays. Mais quand même, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de tous nos morts, qu'ils soient du PDCI, du FPI, du RDR, M. Ouattara, faites un effort pour que la Côte d'Ivoire avance. Au moins ça. Au moins ça. Faites un effort pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Parce que le développement, là, c'est pas seulement quand vous avez bâti, d'après vous, le plateau et tout cela. Le développement, d'abord, c'est un soulagement psychologique et moral. C'est une sécurité mentale, intellectuelle, financière et tout. Les Ivoiriens sont malades. Les Ivoiriens sont malades. Donc il y a des actes concrets qu'il faut poser. Nous avons près de 500 prisonniers. Qu'est-ce qu'il faut en prison? Vous voulez la paix? Il faut quoi en prison? Les Ivoiriens sont là au Ghana, ils sont au Togo, ils n'ont même pas à manger. Alors que dans leur pays, sur leur sol, le cacao produit, les verres produits. Vous en faites quoi? Libérez les prisonniers, faites rentrer les exilés, libérez Laurent Gbagbo. La paix reviendra dans notre pays. Et je termine par la communauté internationale pour lui dire, vous avez contribué à déchirer la Côte d'Ivoire. Contribuez à rétablir la paix dans notre pays. Je vous remercie. Je pense que la question qui est revenue en toile de fond, c'est qui a gagné l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est une question importante et dès lors qu'on a intégré la réponse à cette question, on comprend immédiatement que le président Gbagbo est aux prises d'une procédure politicienne. Alors, le propos de
Boga m'amène à poser un certain nombre de questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le président Gbagbo doit être laissé dans le box de la CPI? Non! Aujourd'hui, je le dis puisqu'on a déjà expliqué un certain nombre de choses, c'est le Conseil de sécurité qui a le destin du président Gbagbo entre ses mains. Il y a une disposition des textes fondateurs de la Cour pénale internationale qui indique que le Conseil de sécurité peut, au nom de la paix, demander la suspension pour un temps limité de 12 mois, donc demander la suspension d'une procédure. Ce qui signifie que l'ONU, ayant le souci de la paix en Côte d'Ivoire, souhaitant la réconciliation, voulant la cohésion nationale, la cohésion sociale entre Ivoiriens, peut raisonnablement demander à cette Cour de lever le pied, le temps que cette institution en sache davantage. On a évoqué tout à l'heure les violations des droits de l'homme imputées au camp Gbagbo. On parle du bombardement des femmes d'Abobo. On n'a vu aucune image, même amateur, de ce qui aurait pu se passer le 7 mars 2011 dans cette commune d'Abidjan. On a parlé du bombardement de marché à Abobo. Là aussi, il n'y a aucune trace visuelle d'événements qui auraient pu être imputés aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Alors qu'aujourd'hui, les grandes puissances ont tous les moyens. Les États-Unis ont les drones, que d'ailleurs M. Ouattara a demandé il y a 3 jours aux Nations Unies, parce qu'un bataillon de l'ONU devant partir, M. Ouattara met des drones pour continuer de surveiller les opposants. Et puis même un outil grand public, Google Maps, qui permet sur Internet de savoir à l'instant où je vous parle, de savoir ce qui se passe par exemple à Koumassi, puisque cette entreprise a quadrillé le monde entier et vous pouvez avoir une cartographie exacte et très souvent les événements qui se produisent à tel ou tel endroit du monde. Malheureusement, ni le 7 mars, ni le 16 mars 2011, nous n'avons aucun événement qui ait pu attirer l'attention de cette entreprise. Donc c'est une mise en scène. Et c'est ce que les avocats du président Gbagbo se sont attelés à démontrer. Je pense que M. Zoko reviendra sans doute sur ces accusations totalement fallacieuses. Voyez-vous, lorsque je dois parler de la Cour pénale internationale, appelée par certains Cour politique internationale et par d'autres la comédie politique internationale, je me rappelle un peu ce qu'on disait de nous quand nous étudions le droit à l'université de Liège. On dit souvent les juristes, les avocats et autres font 5 ans de droit et ils ont toute une vie de travers. C'est pour se moquer un peu de nous, pour dire que quand on est à l'école, on apprend les règles, mais lorsqu'on pratique, c'est comme si on n'avait pas appris les règles. Cela s'applique particulièrement dans le cas de cette Cour pénale internationale. Parce que on peut penser effectivement qu'avec cette Cour, on marche non seulement de travers, mais on marche sur la tête. Et vous savez, avec nos origines africaines, vous savez ceux qui marchent sur la tête souvent, ce sont les sorciers. Et donc on peut dire qu'avec cette Cour pénale internationale, on est en pleine sorcellerie. Mais dans l'affaire, dans la sorcellerie, c'est un contrat. Ça c'est vrai. Dans la sorcellerie, on se réunit et puis chacun donne quelqu'un à manger. Or, on est dans une sorcellerie où ils mangent pour nous, mais ils ne veulent pas qu'on mange pour eux. Est-ce que ça c'est normal? Le droit, c'est quoi?
Il y a ce philosophe français, Pascal, c'est lui qui disait, il dit le droit, ce n'est pas la justice en tant que telle. On a donné à la force l'apparence de la justice. Parce que on n'arrivait pas à faire que ce soit la justice qui soit forte. C'est ça la vraie définition du droit. Ça veut dire que le droit est issu d'un rapport de force. Et ce sont les forces dominantes du moment qui peuvent l'écrire. Et ce sont les forces dominantes du moment qui peuvent l'appliquer. Et ce sont les forces dominantes du moment qui peuvent le transformer. Et bien, ce que je vous appelle à être, c'est d'être une de ces forces qui, par sa mobilisation, va être de ceux qui vont apprendre à cette communauté internationale, à cette CPI, à revoir son droit, à appliquer le vrai droit. Voilà le rôle qui nous incombe aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire tous ces kilomètres pour venir vous dire que l'espoir est permis et qu'ensemble, nous allons vaincre et nous irons jusqu'au bout. Notons par ailleurs que le MFIRA, Mouvement des femmes ivoiriennes du Rhône-Alpes, présidé par Mme Monique Berthelot, a vu le jour en juin 2010. Cette association de type apolitique, selon ses statuts, se veut le creuseur pour l'épanouissement des femmes ivoiriennes du Rhône-Alpes en France. Aussi, le MFIRA et la Web TV Evet News TV ont décidé de collaborer désormais à l'issue d'un accord tacite signé entre les deux responsables. Enfin, après Paris, palais des congrès de Montreuil le 23 mars et Lyon ce samedi 20 avril, l'équipe de Even TV au complet sera à Toulouse le 4 mai prochain sur invitation des Ivoiriens de Toulouse dans le cadre de sa campagne d'information sur l'audience de confirmation des charges du président Laurent Gbagbo.